Avez-vous déjà ressenti cette boule au ventre en regardant la météo annoncer un gel surprise au mois de mai? Vous savez, ce moment terrible où vous réalisez que vos jeunes tomates et les fleurs de vos pommiers risquent de mourir en une seule nuit. C'est la hantise de tous les jardiniers. On se dit souvent qu'il va falloir tout couvrir, se battre contre la nature et s'épuiser. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui va totalement bouleverser votre vision du jardinage. Et si je vous disais que la meilleure façon de protéger votre potager et vos arbres fruitiers, c'est d'en faire beaucoup moins que les autres? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sauver vos récoltes du froid en utilisant des méthodes de jardinage paresseux, mais incroyablement intelligentes. Je vous promets que vous allez apprendre des techniques pour multiplier vos fruits sans avoir à courir au milieu de la nuit avec des bâches. D'ailleurs, restez bien avec moi, car je garde l'astuce la plus surprenante sur l'utilisation de l'eau pour la fin. C'est un secret qui contredit tout ce qu'on vous a toujours appris. Alors, êtes-vous de ceux qui paniquent au premier coup de froid ou de ceux qui dorment sur leurs deux oreilles? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Pour bien comprendre comment nous allons sauver notre jardin, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'ennemi. Le gel tardif n'est pas un froid d'hiver ordinaire, c'est un froid qui frappe en plein printemps. À cette période, vos plantes se sont déjà réveillées. La sève a commencé à monter dans les tiges et les branches. Imaginez que la sève de vos plantes est comme l'eau qui coule dans les tuyaux de votre maison. En hiver, les plantes vident ces tuyaux, elles sont en repos. Mais au printemps, les tuyaux sont pleins à craquer d'eau et de nutriments. Si la température chute brusquement en dessous de zéro, cette sève gèle. Et comme la glace prend plus de place que l'eau liquide, les cellules de la plante explosent de l'intérieur. C'est pour cela que les jeunes feuilles noircissent et meurent le lendemain matin. Le but de notre approche paresseuse n'est pas de construire un bunker chauffé pour chaque légume. Notre but est de manipuler doucement l'environnement autour de la plante pour gagner les quelques degrés qui feront la différence entre la vie et la mort cellulaire. C'est une question de stratégie, pas de force brute. Commençons par déconstruire un grand classique qui épuise les jardiniers pour rien du tout. On pense souvent qu'à l'annonce d'une gelée tardive, il faut absolument courir partout et recouvrir chaque centimètre carré du potager. C'est le mythe de la panique totale et absolue. En réalité, agir ainsi, c'est comme vouloir habiller tout votre jardin avec un énorme manteau d'hiver dont il n'a pas besoin. Vous perdez un temps précieux, vous vous fatiguez, et vous risquez même de casser de jeunes pousses dans la précipitation. L'approche du jardinier intelligent consiste d'abord à comprendre qui a vraiment besoin d'aide. Vos choux, vos pois, vos fèves et vos épinards se moquent totalement d'une petite gelée matinale. Ils sont littéralement programmés pour ça. Ce sont vos tomates, vos aubergines, vos poivrons et les fleurs très fragiles de vos arbres fruitiers qui crient au secours au moindre coup de froid. L'astuce, c'est de cibler votre énergie de manière chirurgicale. Inutile de protéger ce qui est déjà naturellement blindé contre le gel. En apprenant à différencier les cultures robustes des cultures sensibles, vous divisez instantanément votre charge de travail par 10. Vous gagnez en sérénité et vous dormez mieux. Concentrons-nous uniquement sur les vrais blessés potentiels de votre jardin. Maintenant, parlons d'un concept fascinant que peu de jardiniers maîtrisent vraiment. Il s'agit des microclimats invisibles de votre propre terrain. Imaginez votre jardin comme une grande maison avec des pièces chaudes et des couloirs pleins de courants d'air. L'air froid se comporte exactement comme de l'eau liquide. Pendant la nuit, l'air froid coule. Il glisse le long des pentes et s'accumule dans les zones les plus basses de votre terrain. C'est ce qu'on appelle les cuvettes de gel. Si vous plantez vos arbres fruitiers les plus sensibles ou vos jeunes légumes d'été tout en bas d'une pente, c'est comme si vous les installiez volontairement dans une baignoire d'eau glacée. Le moyen le plus paresseux de lutter contre le gel, c'est de ne jamais planter vos cultures sensibles dans ces zones basses. Avant même de planter au printemps, observez où le givre s'installe en premier le matin. Ces endroits sont parfaits pour les légumes résistants dont nous avons parlé, mais interdits pour vos tomates. En plaçant vos plantes frileuses sur les parties hautes ou en pente légère de votre jardin, l'air froid va simplement glisser autour d'elles sans s'arrêter. C'est une protection passive et gratuite qui fonctionne jour et nuit. Voici un secret qui va vous étonner et contredire une habitude très répandue. Il concerne l'état de votre terre au printemps.
Beaucoup pensent qu'il faut retourner et griffer la terre pour la rendre légère et aérée juste avant les plantations. Mais si un gel est annoncé, c'est la pire chose à faire. Le sol de votre jardin est un immense radiateur naturel gratuit. Pendant la journée, la terre absorbe la chaleur du soleil. La nuit, elle recrache cette chaleur lentement pour réchauffer l'air juste au-dessus. Mais attention, ce radiateur ne fonctionne bien que si la terre est compacte et ferme. Un sol, fraîchement retourné, plein de poches d'air, ne conduit pas la chaleur. C'est comme essayer de chauffer une maison en laissant toutes les fenêtres ouvertes. Donc, si le froid menace, posez vos outils et ne touchez plus à la terre. Un sol nu, ferme et non travaillé emmagasinera beaucoup plus de chaleur solaire. Cette chaleur va doucement remonter la nuit pour protéger les petites plantes qui se trouvent à quelques centimètres au-dessus. Ne rien faire est parfois la technique la plus puissante pour sauver vos récoltes. C'est la quintessence même du jardinage sans effort. Dans la même logique, nous devons aborder le sujet très sensible du paillage printanier. Le paillage est merveilleux en été pour garder l'eau, ou en automne pour nourrir le sol, mais au début du printemps, lorsque les gelées sont encore une menace, le paillage peut devenir un ennemi mortel. C'est très contre-intuitif. On imagine souvent que le paillage agit comme une couverture qui garde les jeunes plantes au chaud. C'est faux. Le paillage agit bien comme une couverture, mais il couvre le radiateur, pas la plante. En mettant une épaisse couche de paille autour de vos jeunes légumes au printemps, vous empêchez les rayons du soleil de réchauffer le sol pendant la journée. Pire encore, la nuit, cette même paille empêche la chaleur stockée dans la terre de remonter vers les feuilles de vos plantes. Résultat, la température juste au-dessus du paillis, là où se trouvent vos jeunes pousses, chute brutalement. Retirer temporairement le paillage autour de vos cultures sensibles est un petit effort qui rapporte gros. Laissez le sol nu capter le soleil printanier. Vous remettrez cette belle couverture végétale plus tard, quand le risque de froid sera définitivement écarté pour la saison. Passons à une technique qui semble complètement folle quand on l'entend pour la première fois. Si la météo annonce un fort gel pour la nuit prochaine, la meilleure chose que vous puissiez faire en fin d'après-midi, c'est d'arroser abondamment votre terre. Oui, je vous dis bien de mettre de l'eau juste avant qu'il ne gèle. Pourquoi cette magie fonctionne-t-elle? Parce que l'eau a une capacité incroyable à stocker la chaleur. Une terre humide est beaucoup plus sombre. Elle absorbe mieux les rayons du soleil. Mais surtout, l'eau dans le sol agit comme une gigantesque batterie thermique. Un sol gorgé d'eau va se refroidir beaucoup plus lentement qu'un sol sec. Imaginez un gros rocher chauffé au soleil comparé à un tas de sable sec, lequel reste chaud le plus longtemps le soir, c'est le rocher. Le sol mouillé se comporte comme ce rocher. En arrosant le pied de vos plantes fruitières et de vos légumes la veille d'un gel, vous chargez la batterie. La terre va libérer une chaleur douce et constante tout au long de la nuit, créant une bulle de protection de quelques degrés autour des racines et du collet de la plante. C'est un effort minimal pour un résultat souvent spectaculaire. L'arrosage de la veille a un deuxième effet secret, encore plus subtil, qui protège vos plantes. C'est l'effet du brouillard thermique. Quand vous arrosez une terre qui s'est un peu réchauffée le jour et que l'air très froid tombe sur le jardin la nuit, une légère évaporation se produit. L'eau contenue dans le sol remonte lentement sous forme de vapeur. Cette vapeur d'eau va condenser près du sol et la magie de la physique opère. En passant de l'état de vapeur à l'état liquide ou même de petits givres sur le sol, l'eau dégage une infime quantité d'énergie sous forme de chaleur. De plus, cette fine humidité dans l'air crée une sorte de bouclier invisible au-dessus de vos plantes. C'est comme une couverture thermique tissée avec des micro-gouttelettes d'eau. Cette couverture bloque le rayonnement du froid venant du ciel étoilé. C'est pour cela que les nuits claires et très sèches sont les plus dangereuses pour les jardins. Un ciel couvert protège naturellement. Avec notre arrosage, nous créons artificiellement notre propre mini-couverture nuageuse au ras du sol. Encore une fois, c'est la nature qui travaille pour nous pendant que nous restons bien au chaud dans la maison. Parlons maintenant de la chronologie, le véritable art de la guerre du jardinier malin. L'erreur la plus commune et celle qui brise le plus de cœurs au printemps, c'est la précipitation. Dès qu'il y a un rayon de soleil et que le thermomètre affiche 15 degrés,
On a tous envie de courir planter nos tomates et nos courgettes. Le jardinier fatigué plante tôt et passe ensuite 3 semaines à lutter avec des bâches chaque nuit. Le jardinier paresseux, lui, sait attendre. C'est ce que j'appelle la stratégie de l'armée de réserve. Ne sortez jamais tous vos soldats sur le champ de bataille tant que l'hiver n'a pas sonné sa vraie retraite. Cultivez la patience. Gardez vos jeunes plants frileux, bien à l'abri sur le rebord de votre fenêtre ou sous une véranda, là où ils ne risquent absolument rien. Attendez sagement que les célèbres seins de glace soient passés. Vous pensez perdre du temps en plantant 3 semaines plus tard? C'est tout l'inverse. Une plante mise en terre dans un sol bien réchauffé rattrapera et dépassera largement une plante qui a grelotté et souffert pendant 1 mois dehors. Le retard volontaire est la meilleure de toutes les protections anti-gel. Si malgré tout vos plantes sont déjà dehors, il est temps de leur donner une potion magique. On ne le dit pas assez, mais la nutrition de la plante joue un rôle énorme dans sa résistance au froid. Et l'élément clé ici, c'est le potassium. Le potassium agit dans la sève de la plante exactement comme le sel que l'on jette sur les routes en hiver, pour empêcher la glace de se former. Il épaissit le liquide à l'intérieur des cellules et abaisse le point de congélation de la sève. Une plante riche en potassium gèlera beaucoup moins vite qu'une plante carencée. Comment faire de façon simple? Préparez une macération de consoude ou épandez des cendres de bois bien éteintes autour de vos cultures sensibles quelques semaines avant les risques de gel. C'est comme donner une bonne soupe chaude pleine de vitamines à vos plantes, elles seront beaucoup plus robustes. Les cellules végétales gavées de potassium auront des parois plus fortes, capables de résister à la pression du froid. C'est une prévention invisible. Vous nourrissez le sol une fois, et le bouclier interne de la plante s'active tout seul face à la baisse des températures. À l'inverse, il y a un nutriment qu'il faut fuir comme la peste avant les gelées printanières. C'est l'azote. C'est l'erreur classique des jardiniers qui veulent trop bien faire et qui mettent de l'engrais coup de fouet trop tôt. L'azote provoque une pousse très rapide du feuillage. La plante crée des feuilles tendres, gorgées d'eau et très fines. Ces nouvelles pousses sont extrêmement fragiles. Construire une plante avec trop d'azote au début du printemps, c'est comme essayer de bâtir une maison avec des cartons mouillés au lieu d'utiliser de bonnes briques solides. Au moindre petit coup de gel, ces jeunes feuilles d'un vert très clair vont s'effondrer et noircir instantanément. Le jardinage intelligent, c'est de laisser les plantes pousser à leur rythme naturel en début de saison. On ne force pas la croissance. Des feuilles qui poussent doucement seront plus épaisses, plus foncées et beaucoup plus coriaces face aux agressions thermiques. Gardez votre compost riche ou vos purins d'ortie pour plus tard, quand le soleil sera définitivement installé et que la plante aura besoin de carburant pour faire ses fruits. Parfois, malgré toute notre ruse, un froid mortel est annoncé et il faut absolument couvrir les plus fragiles. Mais attention, même là, il y a la mauvaise méthode qui épuise et la bonne méthode qui sauve. Le mythe veut qu'on jette un voile ou une bâche en plastique directement sur les plantes. C'est une erreur fatale. Si le plastique ou le tissu froid touche directement les feuilles mouillées de vos tomates, le froid se transmet par contact et les feuilles brûlent sous l'effet du gel. C'est l'effet glaçon garanti. La bonne méthode, c'est de créer une tente. Vous avez besoin d'une structure, même toute simple, pour que la couverture ne touche jamais la plante. Plantez 3 ou 4 bâtons autour de votre culture, puis déposez votre couverture par-dessus en fixant bien les bords au sol avec des pierres ou de la terre. Pourquoi boucher les bords? Parce que le but n'est pas d'empêcher le froid de tomber du ciel, mais de piéger la chaleur qui remonte doucement du sol. Votre tente improvisée garde la respiration chaude de la terre prisonnière autour des feuilles. C'est un mini-cocon thermique diablement efficace. Mais que faire si vous n'avez pas de voile d'hivernage ou pas envie d'en acheter? C'est ici qu'intervient mon astuce préférée, le summum du système paresseux pour protéger de petites plantes isolées. Retournez simplement des objets du quotidien sur vos cultures à la tombée de la nuit. Des seaux de ménage en plastique, de gros pots de fleurs vides en terre cuite, de vieilles poubelles propres, ou même de grandes boîtes en carton. Placez un seau renversé sur chaque plant de courgettes ou de poivrons. C'est d'une rapidité redoutable. Vous faites le tour de votre potager en 3 minutes chrono. Ces objets agissent comme de minuscules serres individuelles. Le pot en terre cuite, par exemple, est formidable.
Il stocke un peu de chaleur le soir et bloque le vent glacé. L'air à l'intérieur du seau reste toujours quelques degrés au-dessus de la température extérieure. La seule règle absolue, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de retirer ces cloches improvisées le lendemain matin dès que le soleil se lève. Sinon, avec l'effet de serre, vos pauvres plantes vont littéralement cuire à l'étouffer. On couvre le soir, on découvre le matin. Passons maintenant aux géants du jardin, vos arbres fruitiers. Le problème avec un pommier ou un cerisier, c'est qu'on ne peut pas mettre un seau dessus. Le drame des arbres fruitiers au printemps, ce n'est pas que l'arbre va mourir de froid. L'arbre est très robuste. Le drame se joue au niveau des fleurs. Une fleur de fruitier ouverte est d'une fragilité absolue. Au cœur de cette fleur se trouve le petit ovaire, qui n'est rien d'autre que le futur fruit microscopique. Imaginez cette fleur comme un nid ouvert contenant un œuf de cristal minuscule. Si la température descend en dessous de -2 degrés pendant quelques heures, le cœur de la fleur noircit. L'arbre restera vert et magnifique tout l'été. Mais vous n'aurez pas une seule pomme ou cerise à récolter. C'est une perte totale de production. C'est pourquoi la protection des arbres est un enjeu énorme. Et comme nous ne voulons pas installer de grands échafaudages compliqués, nous devons utiliser des techniques qui agissent directement sur l'environnement de l'arbre ou sur la floraison elle-même. Et ça commence par savoir comment tailler. L'une des méthodes les plus puissantes pour sauver les récoltes de fruits se joue en fait pendant l'hiver, au moment de la taille. Beaucoup de jardiniers ont la main lourde et coupent presque tout pour faire propre. Le jardinier malin utilise la technique de la taille retardée ou de la taille de sauvegarde. Le principe est d'en laisser délibérément un peu plus. Ne taillez pas votre arbre à ras. Gardez des branches supplémentaires et donc des bourgeons en excès. Pourquoi ? Parce que sur une même branche, tous les bourgeons ne s'ouvrent pas en même temps. Ceux du bout s'ouvrent souvent en premier. En gardant plus de bois, vous créez une armée de fleurs sacrificielles. Si un gel tardif frappe et détruit les premières fleurs ouvertes, vous aurez toujours les bourgeons secondaires, un peu en retard, qui seront encore fermés et donc totalement protégés. C'est votre assurance récolte. Une fois le risque de gel définitivement passé, vous pourrez faire une petite taille de nettoyage pour enlever le superflu. Vaut-il mieux couper 2 fois avec légèreté ou tout perdre en une seule nuit glaciale ? La réponse est évidente. Il existe une autre technique de professionnel qui semble tout droit sortie d'un livre de magie pour protéger les arbres fruitiers en fleurs. C'est l'aspersion d'eau en continu. Attention, c'est spectaculaire. Quand le gel est là, au milieu de la nuit, certains arboriculteurs allument de grands asperceurs d'eau au-dessus de leurs vergers. L'eau gèle instantanément sur les fleurs et les branches. Le matin, les arbres sont prisonniers d'une épaisse carapace de glace. On a l'impression que tout est perdu. Mais c'est tout le contraire. C'est la physique fondamentale. En se transformant en glace, l'eau liquide libère de la chaleur. Tant que l'on continue de pulvériser de l'eau, la glace reste humide et la température à l'intérieur de cette coque de glace ne descend jamais en dessous de 0 degré. Les fleurs, enfermées dans cet igloo transparent parfait, survivent alors qu'il fait -5 degrés dehors. Vous pouvez reproduire cela à petite échelle avec un jet d'eau très fin sur un petit arbre isolé. Mais attention, l'aspersion doit être continue jusqu'au dégel complet du matin, sinon c'est la catastrophe. Abordons un élément invisible mais redoutable qui multiplie les dégâts du froid. C'est le vent. Un vent froid qui souffle pendant une nuit de gel, c'est le pire ennemi de vos plantes. Le vent arrache l'infime couche d'air chaud qui stagne autour des feuilles. Il accélère le refroidissement et dessèche les tissus végétaux fragiles. C'est la même chose pour vous. Il fait toujours plus froid quand le vent souffle. La solution sans effort physique pour votre jardin, c'est de concevoir des brise-vents naturels. Vous n'avez pas besoin de monter des murs de briques. Laissez pousser une haie de petits arbustes persistants du côté où viennent les vents froids dominants. Utilisez des branchages plantés en terre, de vieux genêts, ou installez des treillis avec quelques plantes grimpantes rustiques. C'est comme fermer les fenêtres d'une maison avant d'allumer le chauffage. En coupant le vent glacé, vous créez une zone de calme dans votre potager. Dans cette bulle sans vent, la température chute beaucoup moins vite et vos méthodes douces, comme le sol nu qui relâche la chaleur, deviennent 2 fois plus efficaces. Si vous aimez les idées astucieuses et décoratives, voici comment utiliser les pierres pour chauffer vos plantes. Les grosses pierres noires,
Les ardoises ou les briques réfractaires ont une inertie thermique fantastique. Le jardinier stratège place de grosses pierres tout autour de ses cultures les plus fragiles. Du côté nord de la plante, que se passe-t-il? Pendant la journée, ces pierres se gorgent de la chaleur des rayons du soleil. Elles deviennent de véritables petits panneaux solaires thermiques. La nuit venue, quand l'air se refroidit brutalement, ces pierres restituent la chaleur emmagasinée. Elles rayonnent lentement vers la jeune plante. Ce chauffage radiant naturel peut faire gagner les 1 ou 2 degrés cruciaux pour passer la nuit en sécurité. Plus la pierre est sombre et massive, plus elle stocke d'énergie. En plus d'être une méthode totalement gratuite et sans aucun entretien, cela ajoute une belle structure minérale à vos plates-bandes. C'est la technique de la bouillotte de pierre, simple, esthétique et très efficace. Que se passe-t-il le lendemain matin? Le soleil se lève, le thermomètre remonte et vous sortez voir les dégâts. Si vos plantes sont recouvertes de givre blanc et semblent affaissées, n'y touchez surtout pas. C'est une erreur classique de vouloir effleurer les feuilles glacées pour vérifier si elles sont dures. En faisant cela, vous brisez les cellules végétales gelées de vos propres mains. La règle d'or du matin de gel, c'est de laisser les plantes dégeler toutes seules, le plus lentement possible. Le pire scénario pour une plante gelée, c'est un rayon de soleil direct et chaud qui la fait dégeler brutalement à 8 heures du matin. Ce choc thermique détruit les tissus. Si le soleil tape fort sur vos plantes, recouvertes de givre, vous pouvez même les ombrager légèrement avec un carton pendant 1 heure ou 2. Laissez la température remonter à l'intérieur des feuilles en douceur, comme on réchauffe lentement des doigts, engourdis par la neige. Une décongélation lente sauve très souvent des plantes qui semblaient condamnées à l'aube. Après le passage d'une gelée tardive, même si vos plantes ont survécu, elles sont en état de choc profond. Elles ont subi un stress énorme. C'est le moment de les aider à récupérer. Mais ne leur donnez pas d'engrais classiques, ce serait trop violent pour leur métabolisme fatigué. Le remède secret des jardiniers d'expérience, c'est l'extrait d'algues marines. Les algues liquides que l'on pulvérise sur le feuillage ou que l'on met dans l'eau d'arrosage sont remplies d'hormones de croissance douce et de micro-éléments. C'est un puissant anti-stress pour le monde végétal. C'est l'équivalent d'une cure de vitamines et de minéraux pour une personne convalescente. Pulvériser un peu d'extrait d'algues quelques jours après le gel va stimuler le système immunitaire de vos tomates et de vos fruitiers. Les plantes vont réparer leurs cellules abîmées beaucoup plus vite et reprendre leur croissance avec une nouvelle énergie. C'est un petit coup de pouce naturel qui efface les séquelles du froid. Enfin, je dois vous partager le secret absolu du jardinier paresseux et philosophe. La méthode ultime pour ne jamais pleurer la perte d'une récolte, c'est l'acceptation de la perte et la préparation d'un plan de secours. La nature est parfois plus forte que nos meilleures stratégies. Plutôt que de vous battre à mort pour sauver 6 malheureux plants de tomates plantés trop tôt, ayez toujours une équipe de remplaçants. Semez toujours 30% de graines en plus. Gardez ces petits plans de secours au chaud dans la maison, dans de petits godets, jusqu'à la mi-mai. Si le grand gel arrive et emporte la première vague plantée dehors, vous n'aurez aucun stress. Vous jetterez un coup d'œil au jardin noirci, vous hausserez les épaules avec le sourire, et vous sortirez vos plans de remplacement intacts de la maison. C'est votre assurance vie du potager. C'est la sérénité totale. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier végétal. Avoir des réserves au chaud, c'est s'offrir le luxe de regarder le gel tomber sans aucune crainte. Pour résumer cette philosophie, souvenez-vous que lutter contre le froid ne veut pas dire se battre physiquement contre la météo. L'approche intelligente, c'est l'anticipation calme. Choisissez le bon emplacement, laissez le sol nu rayonner, jouez avec la chaleur de l'eau et surtout, ne vous précipitez pas pour planter au premier soleil. Le jardin n'est pas une course de vitesse. Chaque petite action passive que nous avons vue, comme placer une grosse pierre ou retarder la taille d'un arbre, travaille pour vous en silence pendant que vous dormez. En combinant ces astuces simples, vous allez créer un écosystème robuste, capable d'encaisser les caprices du printemps sans s'effondrer. Vous passerez moins de temps à paniquer avec des bâches en plastique et beaucoup plus de temps à admirer vos futures récoltes prendre forme, saines et vigoureuses. Voilà, vous connaissez maintenant les secrets les mieux gardés pour transformer votre jardin en une forteresse invisible
contre les gelées tardives. Ce qui est incroyable, c'est de réaliser que les méthodes les plus efficaces sont souvent celles qui demandent le moins d'efforts physiques. Comprendre que votre sol est un radiateur naturel et que l'eau peut agir comme une couverture thermique protectrice change absolument tout. En adoptant ces stratégies intelligentes dès aujourd'hui, vous allez non seulement sauver vos prochaines récoltes de tomates et de fruits, mais vous allez surtout vous épargner des années de stress et de travail inutiles au printemps. Vous allez enfin jardiner en harmonie avec la nature et non contre elle. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos astuces de jardinage sans prise de tête. Laissez un gros j'aime, cela soutient énormément notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis très curieux de savoir quelle est la culture que vous redoutez le plus de perdre à cause du gel au printemps. Est-ce vos arbres fruitiers, vos légumes d'été ou autre chose? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout le monde. À très vite pour de nouvelles aventures au jardin.